Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Alta Frequenza, une nouvelle semaine qui commence en ce lundi. Salut David. Bonjour Frédéric, comment ça va ? Ça va très bien, j'ai passé un bon week-end et toi ? Très très bien, en travaillant. On va passer la semaine ensemble à présent, Volontiers. David, tous les matins 11h15 dans Sapori. Et alors on a eu un jardinier, on a eu une productrice de safran, une safranière avec Anne Noce. Cette semaine, nous avons un éleveur. Bonjour Paul Bianchi de Villanova, bonjour. Bonjour. Alors Paul, on va parler un peu de votre production aujourd'hui et ce sera également le cas tout au long de cette semaine. David nous expliquera ce qu'on peut faire avec du veau. Il y a des choses quand même assez sympas. Des dizaines de recettes. Exactement, il y aura la recette du vendredi. Paul, parlez-nous un petit peu de votre élevage du côté de Villanova. Alors moi je suis éleveur depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé en fait avec des brebis et des vaches et depuis 8 ans maintenant j'ai simplement plus que des vaches. Voilà. Donc je suis en agriculture biologique depuis une dizaine d'années et je pratique que de la vente directe, donc ou à travers des restaurants comme chez David ou au marché où je suis le samedi matin tous les 15 jours. D'accord, et se trouve où cette exploitation concrètement moi, en fait, je suis sur la commune de Villanova et je suis au golfe de Lave. Voilà. Au golfe de Lave, j'arrive d'accord. carrément au bord de mer, sur la plage de Lave. En descendant. Voilà, en descendant, tout à fait. Oui, c'est une exploitation magnifique que j'ai visitée. Tu as devant toi des champs. Et face à toi, tu as toute la mer qui est du golfe de Lave. C'est vraiment tout à fait. Une très belle exploitation. C'est sûr que c'est agréable de travailler quand même dans un cadre comme ça. Et puis Villanova, c'est un très beau village aussi. Hein, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Et ce qui est incroyable dans ce village, on va faire une petite parenthèse sur Villanova, c'est qu'on est à 5 minutes d'Ajaccio. On a l'impression que... Dépaysement total. C'est un dépaysement total. Hein. Exactement. Villanova, Scaglioli, c'est magnifique. Pourquoi ce choix de travailler, je dirais... j'allais dire la terre, c'est pas tout à fait ça, mais travailler en tout cas dans l'élevage. Moi, en fait, j'ai des parents qui n'étaient pas issus de l'agriculture, parce qu'ils étaient enseignants tous les deux. Et depuis petit, j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, tout simplement. Donc j'avais des terrains familiaux. En fait, on a sauté quelques générations, parce que c'était mes arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Et petit, j'avais envie de m'installer comme agriculteur, tout simplement. Tout simplement. Alors, dans l'élevage, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont, je dirais, que l'on travaille en Corse. Peut-être l'animal phare, c'est le cochon ? Non ? On sait. Mais après, ça dépend des régions aussi. Ouais. Voilà, nous, on va dire de mon côté, c'est plus d'une région d'élevage, que ce soit au vin ou au bovin. Voilà. Après, si on monte dans les terres, notamment le Taravo, le Haut-Taravo, tout ça, là, on peut considérer que c'est le cochon qui est l'animal phare. Et on a dit que ce sont des produits bio. Oui. Alors justement, au niveau de l'élevage, comment ça se passe ? Quel est le cahier des charges à respecter ? Alors déjà, le bio, il y a une certification. Ça veut dire qu'il y a un organisme certificateur, qui est EcoCert en l'occurrence, qui vient me contrôler 1 à 2 fois par an. Après, donc vous avez droit quand même à... la base, c'est l'alimentation. À savoir que les terrains ne doivent pas avoir ni d'engrais ni de pesticides. D'accord. Voilà. Donc, et après, vous avez droit simplement à un seul traitement sur vos animaux. Voilà. Donc le principe aussi, c'est de créer une certaine immunité. Donc moins vous les traitez, plus ils sont immunisés. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc la nature fait le reste. Ouais, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, voilà, selon ce que l'animal mange. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de traitement antibiotique. Absolument pas. Et quand une maladie se déclare, comment tu fais ? Ben, le principe, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Bon, moi, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai jamais eu de cas de maladie, quoi. Voilà, tout simplement. Peut-être un peu de fièvre de temps en temps, mais bon, ça se gère facilement. Voilà. Ouais. Après, le principe aussi, c'est que au-delà de l'agriculture biologique, c'est d'être... Moi, je suis aussi en autonomie alimentaire. Ça veut dire que mes animaux ne mangent que ce que je produis sur mon exploitation. Donc là, ça permet aussi d'avoir une certaine maîtrise. Tout le fourrage vient de ton exploitation. Tout le fourrage vient exclusivement de mon exploitation. Et quand un animal est touché par une maladie, ça se passe comment ? On l'isole, on le met en quarantaine pour éviter que... On essaye de l'isoler, voilà, on essaye de l'isoler. Bon, après, on va demander des conseils quand même aux vétérinaires, voir ce qu'il y a moyen de faire. Bon, après, généralement, c'est jamais des cas trop graves, voilà. Ou alors, si c'est vraiment très grave, à ce moment-là, il y a plus que l'abattage, malheureusement.
Au niveau du goût, toi David, une viande qui est travaillée, bon c'est peut-être pas le bon mot, mais un animal qui est élevé de cette manière-là, ça se ressent dans l'assiette aussi? Totalement. Oui. Au niveau de la jutosité, de la texture, du goût, bien entendu, ça se ressent parce que déjà, c'est en plein air. Ouais. Donc les animaux marchent beaucoup, changent d'endroit, broutent des différentes herbes. Donc on a obligatoirement une viande qui sera différente d'un animal qui est statique. Tout à fait. Voilà. Et qui ne mange, je dirais, que du grain ou des aliments qui ne sont pas issus de l'exploitation. Donc, obligatoirement, totalement, tu as une viande différente selon que tu as une viande de batterie ou une viande de plein air, c'est incomparable. On va rentrer dans le vif du sujet dès demain avec notre invité Paul Biand qui on se quitte. Rendez-vous demain, même endroit, même heure à 11h15. À demain. À demain. Merci, au revoir. Bonjour et merci de nous rejoindre à 11h15. Salut David. Bonjour Frédéric. En pleine forme aujourd'hui avec notre invité Paul Biand qui est éleveur du côté de Villanova. Salut Paul. Bonjour. On a commencé à parler de l'exploitation qui se trouve donc plus vers le golfe de Lave, mais c'est sur la commune de Villanova, on le sait. Une question que j'ai envie de poser à Paul, c'est à propos du veau corse. On dit souvent qu'il y a vraiment une spécificité, le veau corse a un goût particulier. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme? Mais ce qui conditionne, on va dire, le goût, c'est son alimentation, plus que réellement la race, on va dire. Donc, c'est la façon dont il est élevé. Chez nous, c'est en plein air intégral. Et c'est aussi, moi j'ai l'habitude de dire que chaque exploitation, en fait, et chaque veau a un goût différent suivant son terroir. C'est-à-dire un terroir qui est comme moi au bord de mer a peut-être un goût différent qu'un veau qui est en montagne. Voilà. Oui, tu vois, on parle des agneaux présalés souvent. Ouais. On pourrait presque dire que tu as des veaux présalés parce qu'il est vraiment en bord de mer et les sols sont salés naturellement par les embruns. Ouais, moi j'ai même une petite anecdote, j'ai un champ qui est carrément au bord de mer. Et quand je les sors le jour je les mets dans les champs la journée et je les enlève le soir, ça m'arrive les jours de plein vent à mettre beaucoup de temps parce qu'en fait les animaux ils vont boire. Ils ont mangé beaucoup d'herbes salées et ils se précipitent vers la rivière parce que le sel... Le sel donne soif, effectivement. Et toi, tu le ressens au niveau du goût? Ah oui, tu es obligé de le ressentir. Ouais. Il faut déjà faire un test comparatif pour vraiment en avoir la certitude, mais moi je l'ai déjà fait depuis longtemps. Et tu as vraiment une incidence sur le goût selon l'alimentation qu'ils ont et selon l'endroit où ils sont. Ensuite, on dit souvent que le veau corse doit être obligatoirement rouge. Alors je te pose la question, Paul, est-ce que le veau corse doit obligatoirement être rouge? Ce qui fait la couleur, tu as deux choses. Alors, il est foncièrement rosé, on va dire. La base, il est rosé parce que tu l'as dit hier, c'est les fibres en fait le fait qu'il gambade et ça active des fibres musculaires et qui vont donner cette couleur un petit peu rosée à la viande. Après, s'il est trop rouge, c'est qu'il est trop âgé aussi. Donc c'est plus trop un veau dans ce moment-là, c'est plutôt du mante. Un veau, c'est 6-8 mois maximum. Voilà, un veau, ça va jusqu'à 8 mois. Moi, j'essaye de les tuer à partir de maximum 7 mois. Voilà. C'est ça aussi qui conditionne la tendreté de la viande. Le rosé vient du fait que le veau tète toujours sur la mer. Tout à fait. Et mange un peu d'herbe. Exactement. Une fois que le veau mange que de l'herbe, il devient rouge. Oui, exactement. Moi, je suis contre le veau rouge. Pourquoi? Parce que c'est une viande... Pour moi, le veau, ça doit être blanc ou rosé maximum. Parce que quand tu commences à avoir une viande qui est entre les deux, c'est mon avis personnel. On a une viande qui est entre les deux. On n'a pas un veau, on n'a pas un bœuf, on a une viande qui est entre les deux. La particularité de la Corse, quand on a dit que le veau était rouge, c'est parce que justement, des fois, on avait du mal à les porter peut-être à l'abattage et qu'on dépassait les 6-8 mois et qu'on commençait totalement à brouter. Pour moi, ça fait des viandes un peu dures, un peu qui collent un peu aux dents, qui sont très fibreuses. Alors pour moi, un veau, ça doit être blanc, rosé, et c'est là où on a les meilleures qualités organoleptiques. Je ne pense pas me tromper. Mais c'est une idée qu'on a de le veau obligatoirement. Tu vois, mes parents disent non, le veau il doit être rouge. Non, le veau il doit pas être rouge. Le veau il est rosé au grand maximum. Alors justement, comment on fait pour savoir quand abattre la bête en fait et c'est la même règle pour tous ou selon les animaux? Non, disons que moi je me base à l'âge, à la date de naissance. C'est-à-dire il est né tel jour, donc au maximum il doit être abattu tel jour. Ça c'est la première chose. Après, suivant les saisons, par exemple là on est sur une période qui est de forte sécheresse, je sais que de toute façon le veau, même s'il va jusqu'à 8 mois, il grossira pas parce que il a peu d'offres au niveau de nourriture. Donc
Là, j'ai tué des veaux, même pour David, qui avait 6 mois, 6 mois et demi. Après, j'essaye aussi en fonction je vois, quand je travaille avec David, par exemple, je vais tuer des femelles, parce qu'il préfère avoir des femelles, la viande est peut-être un peu plus tendre, ou il y a peut-être... il vous l'expliquera, mais voilà, je sais qu'il préfère des femelles, donc dans la mesure du possible, j'essaye de lui fournir des femelles. Mais la conformation déjà n'est pas la même. Ouais. La conformation, c'est je dirais, la physiologie de la bête. Et sur une vache, sur un veau, ou sur un mâle ou femelle, on a vraiment une conformation différente qui donne, bien entendu, à la fin, sur la cuisson ou sa préparation, une tendreté différente. Selon que ce soit un mâle ou une femelle, tu vas cuisiner ton plat d'une manière différente. Il y aura une incidence totale sur la finalité de ton plat. D'accord, c'est-à-dire que lorsque Paul Bianchi te livre son produit, toi tu sais si c'est un mâle ou... selon la conformation, généralement, sinon je demande confirmation à Paul. C'est ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Alors, je lui dis, alors est-ce que c'est vraiment une vache ou est-ce que c'est un veau? Et il me confirme, ou il m'affirme que c'est bien ça. Parce que, je prends sur le carré de veau, par exemple, tu as une conformation de la côte qui est plus ou moins ouverte, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et tu as une incidence finalement sur ton goût parce que selon la conformation, tu as une tendreté, une finesse de grain, une fibre différente. Parce que finalement, lorsqu'on va dans une boucherie pour demander une pièce de viande, on ne peut pas savoir... je ne sais pas si après on pousse jusque-là quand on va acheter un morceau de viande. Moi, c'est par je dirais, par professionnalisme et par habitude. Et comme j'ai une totale confiance en Paul, je me permets de faire un peu mon enfant gâté. On va poursuivre cette discussion demain, c'est intéressant. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je pose des questions de monsieur tout le monde, justement. C'est un petit peu le but. Et David, toi, tu es beaucoup plus spécialiste. On continuera de cuisiner, justement, demain. Notre invité, Paul Bianchi, éleveur, on rappelle, à Villanova demain. Bonjour David. Bonjour Frédéric, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Très très bien, merci. On passe la semaine avec un éleveur de Villanova qui fait du veau. Il s'agit de Paul Bianchi. Salut Paul. Bonjour. On est heureux de vous accueillir sur ce plateau. Donc nous sommes ensemble jusqu'à vendredi, tous les matins à 11h15. Hier on parlait des femelles et des mâles, en ce qui concerne le veau corse. Alors justement, le veau corse, est-ce que c'est vraiment... on appelle ça comme ça parce qu'on mange... je dirais, du fourrage ici en Corse. Est-ce que c'est vraiment dans l'alimentation ou est-ce qu'il y a une race vraiment corse? Disons qu'il y a une race, il y a une souche de race corse. Il y a un travail qui a été effectué, qu'il est toujours un petit peu pour qu'il y ait une reconnaissance de la race. Après, on va plus parler de veau corse pour un animal qui est né et élevé en Corse. Voilà. Peu importe son origine. D'accord, donc il suffit qu'il mange les produits de chez nous, puisque c'est le cas chez vous, dans votre exploitation. Tout à fait. C'est bio, donc c'est un élevage bio. Et c'est pas compliqué de tout gérer là, parce que je suppose que ça doit demander du boulot, parce que vous produisez vous-même l'alimentation des animaux. Mais voilà, moi je produis l'alimentation, je les élève et après je les commercialise aussi, donc c'est vrai que je vais jusqu'au bout à part l'abattage et la découpe, je vais quand même jusqu'au bout de la chaîne, donc c'est intéressant, voilà, d'aller jusqu'au bout en fait aujourd'hui, de dire on va jusqu'à la commercialisation de ces produits. Je pense que c'est un plus pour un agriculteur aujourd'hui, c'est un plus. Parce que tu as un rapport direct avec les restaurateurs et les consommateurs qui te disent voilà. Tout à fait, voilà, ça te tire un petit peu vers le haut et aussi ça permet c'est une certaine forme de satisfaction, quoi. Voilà. Au-delà de la satisfaction financière, elle est aussi personnelle, quoi. Avec le retour avec le client qui va dire c'est bon ou c'est pas bon, mais bon, il y a plus de côté bénéfique qu'autre chose. Comment tu sélectionnes la race donc, que tu travailles? Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait une souche locale, c'est-à-dire un ancien éleveur à qui j'ai racheté le troupeau localement. Et après, de manière continuelle, j'ai élevé des animaux dessus. Voilà. Ça m'est arrivé à un moment donné d'en acheter ailleurs, mais maintenant, depuis pas mal d'années, je me contente d'élever c'est-à-dire sur les meilleures vaches, en fait, suivant l'historique. Alors maintenant, des fois, elles me font la meilleure, par exemple, elle m'a fait que des mâles. Depuis des années, elle me fait que des mâles, donc je peux pas élever. Ah oui. Mais sur les meilleures, j'élève comme ça. Voilà. Après, ça permet déjà, elle s'habitue plus vite. Parce qu'après, le troupeau, c'est aussi une bande, quoi. Il faut qu'elle reste tout ensemble. Ah oui, tu peux pas apporter oui, tu peux apporter des animaux de l'extérieur. Ça m'arrive de temps en temps, de dire, tiens, allez, je fais plaisir à quelqu'un. Mais l'animal, le temps qu'il soit accepté par le reste du troupeau, des fois, ça met pas mal de temps.
Alors ça c'est intéressant parce que c'est une vraie gestion à avoir. Déjà au niveau des naissances, est-ce qu'il y a une proportion mâle-femelle qui se dessine On va dire que c'est moitié-moitié. Après ça peut dépendre des périodes. Là par exemple l'année dernière au mois de février j'ai eu une douzaine de naissances, il y avait 10 mâles. Voilà. Mais généralement sur l'année ça s'équilibre. Une vache donne 2 veaux par an. Une vache donne 1 veau par an. Dans le meilleur des cas, parce que donc la durée de gestation c'est 9 mois. Donc après il y a ce qu'on appelle les intervalles vélage-vélage, c'est-à-dire c'est entre les 2 moments où elles mettent bas. Généralement c'est 1 an. Voilà. Si c'est 1 an c'est bien. Voilà. Après des fois ça a tendance un petit peu à se décaler suivant les saisons, c'est-à-dire que la vache elle est pas vraiment en forme, donc à ce moment-là elle met un peu plus de temps à reprendre le taureau, tu vois, donc ça décale un petit peu, mais généralement c'est 1 an. Voilà. Et le taureau, non, les taureaux par contre, le taureau, voilà, je le change tous les 3 ans à peu près, et là c'est des taureaux à race que je fais venir du continent. Pour la consanguinité. Voilà, pour avoir la consanguinité, pour avoir aussi une meilleure conformation et voilà. C'est tout un travail de sélection. Ah d'accord, le mâle reproducteur, non, on le garde pas, on l'élève jamais normalement, hein, on l'élève jamais de son propre troupeau parce que quelque part après on introduit la consanguinité, quoi. D'accord, c'est fascinant parce que c'est une gestion quand même à faire. C'est quand même assez. Il faut rester dans. Ah ouais, très rigoureux. Et les naissances, qui c'est qui les gère? Est-ce que c'est vous tout seul ou est-ce qu'il y a un vétérinaire qui les naissances, moi j'ai fait en sorte. Après ça c'est le choix du taureau aussi. Donc si vous avez un taureau qui est un peu trop gros, vous risquez d'avoir des problèmes à la naissance. Donc là, il faut surveiller, il faut les enfermer, c'est assez fastidieux. Donc le principe, c'est de choisir un taureau qui n'est pas, même s'il a de bonnes conformations, qui n'est pas des os trop gros, de manière à ce que le veau puisse naître facilement et naturellement, voilà, et tout seul, voilà, sans avoir à intervenir, à l'enfermer, comme ça peut se passer avec d'autres races. Voilà. Il y a des races, par exemple, tu vas prendre la race blanc-bleu belge, c'est des très grosses vaches, tu as pratiquement 90% ou 100% de césariennes. Ça veut dire que les veaux, ils ne peuvent pas naître de manière naturelle. Donc bon, c'est plutôt des races à viande. Oui, ça c'est des races à viande. Ça c'est un coût. C'est sûr que les veaux après ils pèsent. Mais bon, c'est pas des races qui sont adaptées, je dirais, à notre région. À notre région, tout à fait. Et comment ça se passe au niveau du nombre de bêtes dans l'exploitation? Est-ce que ça aussi c'est facile à gérer? On peut en avoir un peu moins, un petit peu plus? Voilà, moi comme je suis en vente directe, j'ai besoin d'avoir des veaux toute l'année, donc je laisse mon taureau en permanence avec le troupeau. Et après c'est la nature, ça veut dire qu'il y a des périodes où je vais avoir plus de veaux, des périodes où je vais en avoir un petit peu moins. Donc j'essaye dans la mesure du possible de lisser ça sur l'année, mais c'est pas vraiment évident parce que c'est de manière naturelle. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut pas gérer, de la nature en particulier. Oui. Voilà, surtout quand tu es dans cette dynamique de bio, il faut que tu laisses faire la nature en fait. Voilà. En plus, tu peux pas faire comme le font certains sur le continent où ils arrivent à caler leur naissance et leur vélage par de l'insémination artificielle. Donc ici déjà ça se fait pas, et en plus en bio tu n'as pas le droit de le faire. Voilà, c'est la question que j'avais posée. Ça en bio, donc c'est non, l'insémination artificielle. D'accord. Non. On se quitte, Paul Bianchi, je l'ai tapé Doumé. Tu vois, je sais pas pourquoi. On se quitte également David Doumé, et on se donne rendez-vous demain. On parlera notamment d'une chose dont on n'a pas parlé, c'est au niveau de l'abattage des bêtes, comment ça se passe, et au niveau de la vente également, parce que je crois que vous travaillez en vente directe. Donc, tout à fait. Ce sera l'occasion de revenir sur ces domaines-là. Donc à demain. À demain. Au revoir. Bonjour David. Bonjour Frédéric, comment ça va ce jeudi? Ça va très bien ce jeudi, la fin de semaine approche, donc forcément... Et en plus on est en bonne compagnie. On est en bonne compagnie avec Paul Bianchi, qui est un éleveur bio, qui travaille pas loin d'Ajaccio, du côté de Villanova. Bonjour Paul. Bonjour. On a beaucoup parlé des veaux et des bêtes qu'on peut trouver donc, dans votre exploitation. Aujourd'hui, on peut parler un petit peu de l'abattage des bêtes, parce que là aussi c'est très réglementé, et justement, lorsqu'on a l'appellation bio, est-ce que la manière d'abattre la bête, est-ce qu'il y a aussi une manière particulière, ou est-ce qu'il y a des règles à respecter? Il y a quelques règles, on va dire que donc l'abattage, de toute façon, quelle que soit la bête, en bio ou non bio, elle doit s'effectuer dans un abattoir qui est agréé. Donc ici, en l'occurrence, c'est à Coutely. Après, en bio, je crois que logiquement, les animaux doivent être abattus en premier. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de mélange entre les animaux bio et les animaux non bio à l'abattage et après à la découpe. D'accord, ouais. Donc il ne faut pas les mélanger. D'accord, ouais. C'est très réglementé quand même. Et puis l'abattage, c'est très important parce que
les règles d'abattage doivent être strictes parce que selon le niveau de stress que connaîtra tout à fait. la bête à abattre, il y aura une incidence totale sur le goût, sur la texture, qui mettrait en péril tout le travail de Paul. C'est-à-dire qu'une viande qui est stressée avant l'abattage sera dure, sera fibreuse, sera des fois elle peut être fiévreuse, c'est-à-dire qu'elle sent, elle peut sentir. Donc c'est très très important d'avoir de bonnes relations avec les personnes qui vont abattre. C'est vrai. Parce qu'il y aura une incidence. C'est-à-dire que la bête se raidit avant de se contracte. Le stress rendra une viande vraiment différente que une bête qui est abattue dans de bonnes conditions. Voilà. Donc c'est un vrai métier d'abattre une bête parce que c'est finalement c'est respecter aussi tout le travail qui a été fait en amont et aussi le travail qui va être fait après par exemple dans ton restaurant. C'est une bête qui est stressée, par exemple, on le trouve plus souvent peut-être sur le bœuf. Où tu as des acidités sur la viande, tu as un pH qui est très élevé, ce qui te donne des viandes très très rouges souvent, on dit qu'elles sont fiévreuses, et tu peux être certain que c'est un problème d'abattage. D'accord. Ouais. Un stress énorme à l'abattage parce qu'on les a bousculés, on les a mis dans des endroits où peut-être ça faisait trop chaud ou trop froid, je ne sais pas, mais ça c'est une incidence sur le goût en finalité. Il faut les abattre par surprise, qu'elles ne se doutent de rien. Non, je ne sais pas exactement comment on les abat. Justement, c'était ma question. Mais moi, je fais généralement, j'abats les animaux le jeudi. Donc, je les monte le mercredi matin. Après, elles restent en box. Donc, comme ça, elles sont plus tranquilles, on va dire. Et après, par contre, il y a aussi une période de maturation de la viande. Donc, moi, je la laisse maturer au moins une semaine. Et la semaine d'après, je la fais faire découper. D'accord, voilà. Parce qu'après, il y a le dépeçage. Tout à fait. Lorsqu'on vend la viande, on ne vend pas le veau complet. Il faut le découper. Voilà. Et ça, c'est aussi vous qui... Non, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je fais faire une prestation de service. Et à ce moment-là, donc, je fais faire une découpe suivant la clientèle. Ça veut dire que David, par exemple, dans son restaurant, il veut des pièces entières. Et à ce moment-là, c'est lui qui les tranche. Par contre, quand je livre un particulier, je livre des pièces qui sont déjà découpées. C'est-à-dire les escalopes, les côtes, voilà. Alors, question vraiment bête, j'en suis parfaitement conscient, mais je vais quand même la poser. Est-ce que quelquefois, on ne s'attache pas à l'animal lorsqu'on le voit naître ? Lorsque, en plus, un veau, c'est un enfant, on dira, entre guillemets, un bébé presque, il a 6 mois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur ? Oui. Si on est constitué normalement, oui. Bon, après, c'est sûr, c'est le métier. Mais plus avec les vaches, on va dire. Parce que les vaches, à la rigueur, on va les garder plus longtemps. Ouais. Voilà, moi, j'ai une vache que j'avais élevée au biberon, qui est morte l'année dernière. Bon, voilà, c'est sûr que ça vous fait de la peine. Voilà. À ce moment-là, voilà. Mais ça fait partie malheureusement du métier. Ouais. Pourquoi on ne fait pas de bœuf chez nous ? Mais en fait, on fait du bœuf. Le bœuf, c'est-à-dire le vrai bœuf, l'appellation réelle du bœuf. Un bœuf, c'est un animal qui a 4 ans et qui a été castré. Castré jeune. Voilà. Donc, on en fait même de moins en moins sur le continent du bœuf de manière réelle parce que c'est des animaux que tu vas garder très longtemps sur ton exploitation. Donc, t'imagines, tu le gardes 4 ans, c'est-à-dire que pendant 4 ans, tu n'as aucune rentrée d'argent. Ouais. Donc, aujourd'hui, la majorité des animaux qui sont vendus sous l'appellation bœuf, c'est de la vache. La vache de réforme plus ou moins bonne, c'est pas de la vache de réforme qui a 15 ans, mais c'est des animaux qu'on réforme à 8 ans ou même un petit peu plus tôt, mais c'est pour la plupart de la vache. Que ce soit ici en Corse ou sur le continent. Oui. On va terminer l'émission d'aujourd'hui avec la vente, puisque là c'est de la vente directe, c'est-à-dire qu'on travaille avec les restaurants et les bouchers ou... Non, moi je travaille avec les restaurants et après je travaille avec les particuliers. Ça veut dire que je fais des caissettes de 5 kilos que je livre, donc ça c'est le vendredi. Et le samedi matin, je suis au marché. Donc là j'ai une petite vitrine réfrigérée. D'accord. Et à ce moment-là, les gens m'achètent la pièce. Au marché d'Ajaccio. Voilà, au marché d'Ajaccio, la viande qui est déjà mise sous vide. Le sauté de veau, l'escalope. Voilà, c'est vraiment découpé, tout est prêt, comme si on allait... Il n'y a plus qu'à cuisiner. Il n'y a plus qu'à cuisiner. Suivant les bons conseils de David. D'accord. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur le travail de Paul Bianchi, qu'on peut retrouver donc sur le marché d'Ajaccio le samedi matin, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, le samedi matin. Ou sur quelques foires aussi. Quelques foires, voilà. Généralement, je fais tous les ans la foire de Pire, la foire de la Figue et la foire de Bocognane. On va se quitter, messieurs, on se donne rendez-vous demain, parce que demain, David, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec du veau. Bon, je sais qu'il y a plein de recettes. Oui, il y a plein de recettes, c'est vrai. Mais toi, c'est un produit que demain, c'est un filet de veau. Ouais. Filet de veau en croûte d'agrumes et noisettes avec une sauce au chocolat. À la carte du bistroté, m'a semblé l'avoir vu, le veau. Le veau, alors oui, il est travaillé sur pas mal de recettes, soit en tartare, dans l'escalope on fait un tartare, soit en côte,
une côte de veau grillée, soit en sauté de veau traditionnel, ou alors en parmentier de veau. Il y a plusieurs façons de travailler le veau, que ce soit dans le filet, dans le gîte, dans la noix, il y a énormément de recettes. Eh bien, rendez-vous demain pour ta recette de la semaine. À demain également, demain. Paul. À Au demain. revoir. Bonjour David. Salut Frédéric. Comment vas-tu en ce dernier jour? Ça va très très bien. Dernier jour avec Paul Bjorn qui est notre invité cette semaine. Bonjour Paul. Bonjour. On rappelle éleveur du côté de Villanova, donc il élève notamment du veau Oui. que toi tu aimes bien proposer à tes clients, que ce soit au bistrotel ou à l'Altrovert, soit C'est David. essentiellement du veau de Paul, il n'y en a pas d'autre alternative. Du veau bio et du veau corse. Donc, on en a parlé cette semaine. On en profite pour rappeler aux auditeurs que les émissions sont disponibles en podcast. Si vous avez raté des émissions, www.alta-freguanza.com en audio, mais également en vidéo. Alors, David, qu'y a-t-il de bon à manger? Il y aura du veau, on le sait, mais concrètement, quelle est la recette de la semaine? Alors, aujourd'hui, c'est filet de veau en croûte d'agrumes et noisettes et sauce au chocolat épicée. Alors, c'est une recette de chef. Bien entendu, c'est pas une recette facile, mais parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Mais en termes techniques, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, c'est une recette pour 4 personnes. Il faut 2 filets de veau, 150 g de beurre, 60 g de saline. Le saline, ce sont des noisettes pulvérisées avec de la fleur de sel, une cuillère à soupe de moutarde, 10 g de confit de clémentine, 10 g de confit de citron et 10 g de confit d'orange, du sel et du poivre, des herbes fraîches, de la ciboulette et du persil plat, 20 g de sucre, 20 g de chocolat concassé, 20 g de noisettes concassées et 20 g de farine. Ah oui, effectivement, il y a quelques ingrédients. Il y a quelques ingrédients. Pardon. Pour la sauce au chocolat, il nous faut 50 g de sucre, du vinaigre rouge, 10 centilitres de jus de clémentine, 30 centilitres de jus de veau, 30 g de chocolat noir, de très bon chocolat noir, si c'est possible du cru, on en parlera sûrement sur notre émission, 3 g de 4 épices et 1 g de piment rouge, sel et poivre. Alors, petite question, quand tu parles de vinaigre rouge, c'est quoi? Vinaigre de vin Vinaigre de vin, on ouais. C'est On ça. peut utiliser aussi du vinaigre de miel si on en D'accord. trouve. C'est pour faire la sauce gastrique, c'est toujours une réduction de sucre et de vinaigre, ça fait une sauce sucrée-salée. D'accord. Voilà. Alors comment on procède? On va parer les filets de veau, ça veut dire enlever l'excédent de graisse, et les petites habilantes, ça s'appelle la petite peau fine qui fait rétracter la viande quand on la cuit, il faut la sortir. Et on va les trancher en médaillons, donc de 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, ou on peut les cuire aussi entiers au four et les découper après à l'envoi, hein. C'est selon ce que vous voulez faire. Moi je préfère les saisir, les rendre un petit peu croustillants sur le dessus. Dans un robot, on va mixer les herbes avec le beurre, et on va faire une pâte. Et on va y rajouter à l'intérieur les noisettes, le copeau de chocolat et tous les confits de fruits. On fait sur la base d'un beurre maître d'hôtel qu'on appelle, donc c'est du beurre et du persil. On va, au lieu de faire juste beurre persil, on fait beurre et tous les agrumes, tu vois, et toutes les noisettes et le chocolat pour que ça rende croustillant. On va bloquer ce beurre, on va le rouler en boudin, on va le bloquer, ça veut dire le passer au froid pour qu'il se raffermisse. Et c'est ce qu'on va venir déposer sur nos médaillons de veau. Alors on va réaliser la sauce. Pour réaliser la sauce, c'est très simple. On fait un caramel, comme je disais tout à l'heure, avec le vinaigre et le sucre, qu'on vient décuire. Donc une fois qu'on a le caramel qui n'est pas brun, parce que brun ça donne une sauce trop forte, juste blond, on vient le décuire avec le jus de clémentine, on fait réduire et on ajoute le jus de veau. On fait réduire à nouveau et on rectifie l'assaisonnement et on débarrasse notre sauce. Une fois que la sauce est débarrassée, on va saisir nos filets de veau à la poêle. Donc moi je conseille toujours une cuisson rosée, on en a déjà parlé ensemble, pour garder le jus à l'intérieur de la viande. Il faut travailler sur une poêle ou sur un grill chaud parce qu'il faut que la viande soit saisie et non bouillie. Et une fois que nos filets de veau sont saisis, on va y rajouter donc une rondelle de beurre aux agrumes. Une fois qu'on a nos filets de veau qui sont agrémentés de notre beurre aux agrumes, on va le passer au four très chaud afin que le veau vienne être croustillant avec le beurre, tu vois. Ça va fondre, le beurre va s'en aller et va rester donc la garniture d'agrumes, de noisettes et de chocolat. Une fois que c'est caramélisé, donc c'est passé au four, on va sortir nos veaux, on va terminer notre sauce en rajoutant 2 carrés de chocolat. On va fouetter afin de lisser notre sauce et on va venir napper nos filets de veau
avec la sauce au chocolat. Ah, c'est assez. Je suis étonné. Ça vous étonne, Paul, une recette comme ça, du chocolat avec du veau Je vais de temps en temps manger là-bas, mais enfin, donc ça m'étonne pas. C'est un gourmand. Mais c'est vrai, le contraste sucré-salé, Ouais. Justement, dans ce cadre-là, il n'est pas facile. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sucré salé? Oui, C'est un sucré salé. C'est un sucré salé. C'est un type, sucré alors, hein. salé, ouais. Ouais. Alors, il y a des recettes, bien entendu, beaucoup plus faciles et beaucoup plus simples. Un tartare de veau taillé dans la noix, c'est très fondant, c'est très bon, qu'on agrémente avec des agrumes, des noisettes, ou on peut même mélanger un terre-mer avec des huîtres ou des gambas ou des moules. Le veau, comme toute autre viande, bien entendu, a une possibilité d'avoir une agrémentation vraiment fantastique. Et puis un truc très simple que je sais faire, brochette de veau. Brochette de veau. Tu piques Oui, avec des légumes. Tu mets sur barbecue et c'est fait. Et c'est très bon. C'est très bon vrai que aussi. c'est une viande qui est très bonne. Hein. Ouais, des côtes de veau juste grillées. Il faut la simplicité. C'est vrai. C'est vraiment très très bon. Avec une petite persillade, une marinade instantanée. Ce qu'il faut faire attention quand on fait un barbecue, c'est le contact avec la chaleur. Souvent, on a tendance de mettre... normalement, pour faire un bon barbecue, il faudrait que la viande elle soit très très loin des braises et je dirais à la verticale, pas à l'horizontale. Ah, d'accord. Oui, il ne faut pas que le jus vienne juter sur la braise. Sur la braise, ouais. Voilà, un vrai barbecue, ça serait à la verticale. Bon, après, on fait comme on peut. D'accord. C'est petit conseil. On va quitter Paul Bianchi qui a passé la semaine avec nous. Ça fait drôle quelque part de voir que les produits que vous faites se retrouvent dans des assiettes, mais de façon assez inattendue quelquefois, ce qui est le cas pour cette recette au chocolat par exemple. Non, mais c'est assez agréable de voir qu'il y a plusieurs, on va dire, palettes de produits, quoi. Hein. Tout à fait. Ouais, non, c'est très bien. Et puis selon les morceaux que tu as, tu peux faire des recettes totalement différentes sur une pièce de veau. Bon, moi, je suis très mauvais cuisinier, donc c'est bien. Il va falloir donner des cours à Paul et à moi aussi, justement. À tous Comme les deux. vous voulez, vous venez. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Paul Bianchi. Merci On à vous. vous remercie d'avoir passé cette semaine avec nous. À très bientôt. Merci. Au revoir.